le marché européen, permettant de lever des ressources pour les infrastructures de transport. À l'époque, le futur baron de Mahou obtenait une concession gouvernementale pour la société Imperial Compañía de Navegação à vapor, promouvant le cabotage et le transport maritime pour la navigation de l'Amazonie. Une autre route bien connue était la compagnie maritime Alto Paraguay, qui reliait Montevideo, Uruguay, à Cuiabá. Dès 1866, le gouvernement a rendu libre le trafic des navires étrangers sur les fleuves Amazone, Negro, Madère, Tapajós, Tocantins et São Francisco, dans le but d'encourager le secteur privé à investir dans les infrastructures portuaires de la région, Porto-Janto, 2016. En 1890, le gouvernement décide d'élaborer un plan routier fédéral visant à réorganiser l'infrastructure du secteur fluvial avec le premier plan de transport intégré, qui aboutit à une vision d'utiliser les grands fleuves nationaux comme voies de navigation fluviale naturelle, y compris le São Francisco. Les systèmes Aragaia-Tocantins et Guaporé-Madeira, qui assurent des connexions avec les réseaux ferroviaires Nord-Nord et Centre-Sud, Lima-Neto, 2001. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, les ports ont été modernisés en raison de la nécessité de répondre à l'approvisionnement en café du marché étranger, comme la rénovation du port de Santos. Le cycle du caoutchouc a également entraîné des rénovations dans les ports de Manaus et de Belém, recevant des investissements pour des innovations technologiques, Porto-Janto, 2016. En 1946, se distingue la création de la CIA d'Oval de São Francisco, qui joue un rôle important dans la navigation fluviale dans la région, en régularisant l'écoulement de l'eau, rendu possible par la construction du barrage de Três Maria. Au cours de cette période, il convient également de noter la création du Fonds national des ports, 1958, et de la taxe d'amélioration portuaire, 1959, en plus de la mise en œuvre de l'industrie de la construction navale, Porto-Janto, 2016. À partir de 1964, de nouveaux ports sont ouverts dans le nord-est, dont le terminal salin du Rio Grande do Norte, ce qui permet d'élargir les échanges de la région avec le marché étranger. À cette époque, l'exploitation de la voie navigable Tietê-Paraná, qui reliait São Paulo à Guera, a également commencé, offrant un fret moins cher par rapport aux autres modes de transport. Le gouvernement fédéral a poursuivi le programme de corridors d'exportation pendant la période de la Nouvelle République, conduisant à des investissements plus importants dans le secteur fluvial, Porto-Janto, 2016. Dans les années 1990, le gouvernement a mis en pratique le processus d'exploitation commerciale privée des infrastructures portuaires du Brésil à travers le programme national de privatisation. Un exemple en est l'autorisation accordée au secteur privé du port de Santos de contrôler et de moderniser les silos et les entrepôts, optimisant ainsi les stocks de produits agricoles. En conséquence, le gouvernement a créé l'Agence nationale du transport fluvial, ANTAC, qui réglemente et supervise les concessionnaires privés, Porto-Janto, 2016. Et 10-128-173, réfléchissez. Quelle est la relation entre le développement du Brésil et le transport fluvial, maritime et fluvial? En réfléchissant à cette question, pensez au Brésil depuis sa découverte jusqu'à nos jours. Actualité et tendance du transport fluvial au Brésil. Maintenant que nous avons vu l'histoire du transport fluvial au Brésil, tant celui lié au transport fluvial que le transport maritime, vérifions l'actualité et les tendances du transport fluvial au Brésil. Ce type de transport a tendance à se développer au Brésil et dans le monde, car en vérifiant dans d'autres pays, il a été constaté que le coût du transport par eau est moins cher et respectueux de l'environnement et que les pays qui investissent dans le transport par eau sont les plus développés. Le monde. En outre, l'Europe et les États-Unis encouragent la construction de terminaux intermodaux sur les berges des rivières chaque fois que cela est possible, afin de parvenir à l'intégration ferroviaire, Tokarski, 2014. Le Brésil dispose d'un vaste réseau de voies navigables totalisant 42 742 km. Cependant, la plupart de ces rivières présentent des obstacles naturels ou construits, barrages sans écluses, qui réduisent cette valeur à environ 28 000 km, dont 18 300 km inclus dans la région amazonienne, comme le montre le tableau ci-dessous. Actuellement, la viabilité commerciale du transport fluvial peut être résumée dans les éléments suivants: capacité de stockage dans les terminaux d'embarquement et de débarquement combinée à la capacité de stockage du train pendant le voyage et à une intégration modale efficace, que ce soit avec le rail ou la route. On constate que, dans de nombreux cas, l'entrepreneur de la navigation conserve le contrôle des modèles sûrs. Transport fluvial. Vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau.
N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.